Bonjour à tous, bonjour Joël. Bonjour Fred. Nous voici donc pour cette première vidéo du site tennisbelge.be qui sera consacrée à l'Open d'Australie, première vidéo de 2019, donc qui sera consacrée à l'Open d'Australie. On a les tableaux pour le simple, on va commencer par les filles peut-être, avec Elise Mertens. Oui, Elise Mertens qui effectivement est notre numéro 1 sans conteste, avec une demi-finale à défendre. Donc de la pression sur les épaules, on espère que ce sera de la pression positive, qu'elle va se souvenir surtout que c'est un tournoi qui lui réussit, une surface qui lui convient, plutôt que de se mettre la pression négative et de voir qu'une défaite prématurée lui coûterait en termes de classement. D'autant que son tableau n'est pas mauvais, hein. Bon, elle a quand même une joueuse qui revient, qui vaut mieux que son classement au premier tour, Schmidlova, qui est une ancienne top 30 si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, mais enfin une joueuse qui revient, donc qui manque certainement de rythme, surtout en début de saison en plus. Donc je pense qu'Elise a maintenant suffisamment d'expérience pour passer ce cap sans trop de problèmes. Le premier vrai test, ce sera au troisième tour et probablement Madison Keys. Elle a été longtemps blessée, oui, voilà. Elle n'est pas au top de sa forme. Pas non plus au top de sa forme. Maintenant, on sait qu'elle est redoutable sur les surfaces dures. Et on sait que chez les filles, il y a souvent de grosses surprises. Donc rien ne dit que. Bon, il faut espérer évidemment qu'Elise, elle arrive au troisième tour, mais rien ne dit qu'elle jouera contre Madison Keys au troisième tour. Mais même si elle devait l'affronter, c'est une tâche difficile, mais qui n'est pas impossible. Et en huitième, là par contre, ça va être le gros morceau. Oui, Naomi Osaka, qui est certainement une des favorites du tournoi. La gagnante de l'US Open, oui, donc, qui s'est révélée l'année passée et qui explose réellement. Enfin voilà, c'est sans doute une future numéro 1. Oui, bien que chez les filles, on a vu ces dernières années pas mal de joueuses ont pensé qu'elles avaient passé le cap justement en gagnant en Grand Chelem et puis qui après sont un peu retombées les pieds sur terre. Ouais. J'y crois quand même à Osaka, j'ai l'impression qu'elle est partie pour rester longtemps au sommet, peut-être pas première, on verra les autres qui vont arriver derrière, mais dans le top 3, top 5. Oui, je pense qu'elle est forte mentalement parce que la façon dont elle est restée dans son match, on sait ce qui s'est passé à la finale de l'US Open avec Serena Williams, mais Naomi Osaka a eu le grand mérite de rester dans son match et ça c'est la preuve qu'elle a la tête sur les épaules, effectivement. Bon, tout le monde n'est pas... pour les premiers tours, n'a pas eu la chance d'Elise, je pense en particulier à Alison. Oui, Alison effectivement, qui joue contre la tenante du titre, Caroline Wozniacki. On sait qu'Alison aussi a eu un petit souci physique en son premier tournoi, une petite entorse, pas trop grave puisqu'elle a pu jouer la semaine dernière, mais donc elle est aussi en manque de repères. Par contre, évidemment, c'est jamais une bonne nouvelle de jouer Caroline Wozniacki parce qu'on sait qu'elle va remettre la balle pas une fois, deux fois, 5 fois, mais 100 fois. Mais je pense qu'Alison, dans un bon jour, a le jeu qui peut gêner vraiment la Danoise. Mais il faut pour ça qu'elle soit vraiment dans un bon jour et qu'elle puisse passer des premières balles, un maximum de premières balles, et puis pouvoir attaquer avec toute son agressivité, tant en cours qu'en revers. Oui, d'autant que la Danoise n'a plus le niveau qu'elle avait il y a un an. Non, clairement, elle a eu une fin de saison compliquée, le début de saison n'est pas bien meilleur, donc je dirais c'est vraiment le moment de la jouer. Si Alison peut avoir une petite chance contre elle, ça va être maintenant. Bon, oui. Le grand avantage d'Alison, évidemment, c'est qu'elle n'a absolument rien à perdre sur ce match. Elle ne doit se mettre aucune pression, elle doit se faire plaisir, elle va jouer sur un grand court. Et je pense qu'elle aime ça. On a vu à Wimbledon en battant Muguruza quand même qu'elle peut relever ce genre de défi. Dans un bon jour, elle est tout à fait capable de le faire et on lui souhaite évidemment. Kirsten maintenant, la troisième joueuse belge, elle est deuxième joueuse belge, mais elle n'a pas un choc au premier tour non plus, mais quand même une joueuse très dangereuse. Elle devra se méfier de Sasnovic effectivement, qui elle est très en forme. Il vient de faire deux bons tournois là. Effectivement, c'est un match piège. Maintenant, on sait que Kirsten a un jeu très particulier qui peut gêner beaucoup de joueuses, même des joueuses du top. Elle a bien commencé sa saison aussi, avec notamment une finale en double maintenant. Donc, je pense que Kirsten est dans une bonne passe aussi. Ce sera difficile, elle n'est pas la favorite du match, clairement pas, mais on espère qu'elle va quand même tirer son épingle du jeu. Et puis il y a eu une quatrième joueuse dans le tableau féminin, une quatrième belge, c'est Iseline Bonaventure, qui au bout de sa 13e ou 14e tentative dans les qualifications a fini par enfin entrer dans le tableau final, donc en Grand Chelem. C'est moyennement une surprise, hein, parce qu'elle a vraiment mis toutes les chances de son côté en
en arrêtant sa saison l'année passée très tôt et en s'entraînant énormément physiquement. Oui, qui était son point faible et donc manifestement elle a fait le bon choix. Elle a enfin franchi ce troisième tour, c'est pas la première fois qu'elle arrive au troisième tour de qualification, cette fois-ci elle l'a franchi, elle a réussi à passer outre la nervosité qui l'habitait au moment de monter sur le terrain. On espère qu'elle ne sera pas trop nerveuse pour ce premier tour parce qu'elle a un premier tour jouable. Donc l'américaine Vicky Ray, qui n'est pas très en forme non plus pour l'instant, qui n'a plus fait grand chose de bon depuis le début de la saison dernière. Donc il y a une belle carte à jouer pour Isaline, mais il faudra effectivement qu'elle monte sur le terrain en disant qu'elle est là, que tout ce qu'elle va faire maintenant c'est du bonus. Et qu'elle se fasse plaisir sur le terrain. Elle a eu un petit couac en tout début de saison, puisque elle s'était entraînée durement, donc on a dit elle avait préparé cette nouvelle saison avec Didier Jacquet. Et mésentente lors de son premier tournoi, et ils se sont séparés au bout d'un seul tournoi ensemble. Voilà, mais ça l'a sans doute un petit peu perturbé lors du premier match de qualification. Oui, elle a eu beaucoup de mal, effectivement. Mais depuis, ça va beaucoup mieux. Elle a été un petit peu aidée par l'entraîneur de Steve Darcy. J'espère qu'elle restera sur cette positivité-là, de ce deuxième et troisième tour. Effectivement, elle a vraiment une bonne carte, ce serait vraiment magnifique pour elle. Et financièrement, ça... C'est important pour des joueuses, effectivement, à ce niveau-là. Le voyage en Australie, c'est pas donné, donc ça lui permet de rentrer dans ses frais et de... Elle est déjà rentrée dans ses frais, rien qu'en sélection, mais... Voilà, et de mettre un peu de beurre dans les épinards et de pouvoir... Voilà, on sait qu'on a pour quelques mois d'avance pour vraiment... Mais une joueuse a besoin d'encadrement, et l'encadrement, évidemment, ces gens-là doivent être payés aussi, c'est tout à fait naturel. Et donc, au mieux on gagne sa vie, au mieux on peut s'encadrer, et c'est une expérience positive, évidemment. Donc, il faut vraiment espérer que ça soit le début d'une grande saison pour Isaline. Maintenant, les garçons, David Goffin en premier. Oui. Lui, ça s'est quand même pas trop bien passé ce début de saison. Non, si on accepte le double. Oui. Donc là, on espère que c'est ce qui va lui permettre d'être en confiance sur le tournoi. Par contre, c'est vrai que son match de simple perdu, qu'il avait bien en main au premier tour à Doha, ça risque de peser quand même dans la balance parce qu'il a joué ce tournoi en espérant acquérir du rythme, mais le rythme du simple et du double n'est quand même pas. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Les échanges sont tout à fait différents. C'est un style de jeu tout à fait différent. Maintenant, il a un premier tour qui est abordable, il devra quand même se méfier. Il n'y a pas très connu, Christian Garin, qui était un très bon junior, il était 4e junior, je pense, à l'époque, et qui a terminé la saison dernière en force, mais évidemment sur les challengers sud-américains, donc sur terre battue. Donc sur dur, je pense effectivement que c'est un bon match pour David pour rentrer, parce qu'il aura quelqu'un qui va lui donner certainement beaucoup d'échanges, et donc beaucoup de temps de jeu, mais que David, quand même, supérieur, va certainement jouer plus vite que lui, et donc c'est peut-être le premier match qu'il lui faut pour avoir vraiment cette confiance pour la suite du tournoi. Oui, on avait dit plusieurs fois, je crois, l'année passée, que les tableaux des grands chelems allaient passer finalement à 16 têtes de série. Oui, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, c'est une info que j'ai complètement loupée. Ils ont finalement choisi, durant l'US Open, le dernier US Open, ils avaient annoncé, mais je n'ai pas noté que finalement ils renonçaient à passer à 16 têtes de série. C'est une bonne chose effectivement pour David qui est redescendu, je crois qu'il est 21e tête de série, me semble. Et donc il ne rencontre pas d'autres joueurs mieux classés que lui avant le troisième tour. C'est une bonne chose vu son état. Bon, ça perd de confiance un petit peu et c'est moins bon résultat ces derniers temps. Au troisième, là, le premier test nouveau, ce sera... probablement Daniil Medvedev, un solide joueur aussi. Oui. Donc là, c'est un premier gros test pour David, ce sera le premier test de sa saison. Et s'il s'en sort après, alors là, c'est le tout gros morceau, Novak Djokovic. Oui. Même si Djokovic n'a pas très bien débuté sa saison, il a eu beaucoup de mal dans tous ses matchs. Mais on sait qu'évidemment Djokovic, s'il arrive, là ce sera un week-end de finale, il aura aussi retrouvé le rythme et donc ce sera très difficile. Et sur un grand chelem en 5-7, c'est chaud d'aller chercher une victoire sur Djokovic. Oui, maintenant David a battu 2 Djokovic en un seul match à Doha, donc il peut peut-être construire sur ça. C'est vrai. Il faudra quand même surtout voir ce match du troisième tour. Oui. Medvedev, c'est vraiment un gros joueur. Sa fin de saison l'année dernière l'a révélé comme aussi
quelqu'un qui pourrait vraiment être dans le top 10 à la fin de l'année. Oui, Pour ce moi. sera un gros test pour David, surtout qu'on sait qu'il n'aime pas trop la chaleur, et donc en Australie, évidemment, on est en plein été, le risque qu'il y ait des grosses périodes de chaleur. Ça dépendra peut-être si le match est programmé le soir, mais effectivement, ce sera un très très gros test. Ça va être le match de référence. Si David arrive jusque-là, voilà. Soit ça va caler à ce niveau-là, soit ça peut être un match qui peut lancer sa saison s'il arrive Tout à fait. à gérer le russe. Il y a quand même cette année un deuxième joueur dans le tableau, c'est Steve Darcy, qui a, grâce à un classement protégé, pu rentrer dans ce tableau. Super retour à la compétition. Ah oui, magnifique, une demi-finale, il n'avait plus fait ça depuis plusieurs années, donc c'est un retour inespéré, à mon avis, même dans ses rêves les plus fous, il n'espérait pas aller jusqu'en demi. Donc pour lui c'est tout du bonus, il prouve que son classement protégé qui lui permet d'entrer, mais il le mérite, parce qu'il a quand même battu de très bons joueurs, donc il mérite d'être dans ce tableau final, malheureusement il a un tirage difficile. On sait que, vu son état, de toute façon, il n'espérait sans doute pas grand-chose sur 5-7. Oui, il n'est pas encore à son top physiquement, probablement, son manque de rythme aussi. Mais bon, selon l'adversaire contre lequel il risquait de tomber, bon, ça pouvait encore se jouer, il pouvait encore gagner un ou deux matchs. Là, évidemment, c'est du costaud, avec Borna Coric, qui lui aussi, à l'image de Medvedev, a terminé la saison en boulet de canon. Et qui frappe à la porte du top depuis quelques années et qui va finir par vraiment percer au plus haut niveau, effectivement. Oui, d'autant que la victoire en Coupe Davis, ça lui a certainement donné des ailes. Ça, c'est certain, oui. Ça peut être un des gros outsiders. Peut-être, bon, Medvedev, il a le niveau aussi, mais il a Djokovic dans son tableau. Oui. Goffin d'abord, et puis Djokovic. Coric, moi je le verrais bien créer un gros exploit sur ce tournoi. On parlait d'Alison tout à l'heure. Moi je crois qu'elle a ses chances contre une Wozniacki un petit peu diminuée. Oui. Ici, ça va quand même ça va être très difficile. Mais bon, un match n'est jamais perdu d'avance. Steve a déjà fait des exploits dans la Coupe Davis plusieurs fois, mais effectivement ici les chances sont très limitées. Mais on est sûr qu'il va faire tout ce qu'il peut, évidemment, parce que pour lui c'est déjà un exploit d'être revenu à ce niveau-là. Donc il n'a rien à perdre. Mais je ne l'estime effectivement pas qu'il ait plus que 10 ou 15% de chance de gagner. Mais cette petite chance existe et il faut essayer de la prendre. Dans les autres tableaux, on ne sait toujours pas si Sander Gillet et Göran Vliegen finalement vont pouvoir intégrer le tableau. Ils sont partis en Australie jouer les challengers préparatifs. Mais voilà, ça se joue toujours à une ou deux places pour eux. Ils avaient eu leur chance à Roland-Garros à Wimbledon, malheureusement ça n'a pas bien tourné. Ici, encore une fois, ça va se jouer à pas grand-chose. Ça serait vraiment très chouette qu'ils aient leur première participation dans un grand chelem. Je suis convaincu que si c'est pas ici, ce sera à Roland-Garros. Oui, ils ont encore trop points à défendre d'ici le club de Roland-Garros, et je crois qu'ils peuvent encore grappiller les quelques places qui leur manquent de toute façon. Côté féminin, il y aura certainement Kirsten Flipkens qui fait vraiment maintenant quelques très bons résultats en double. Je crois qu'elle a disputé cette nuit la 6e finale en 12 mois sur le circuit WTA. Effectivement, pas mal du tout. Oui, c'est pas très étonnant quand on voit son jeu parce qu'elle sent très bien le double, mais c'est vrai qu'elle n'avait jamais beaucoup participé à des tournois, c'était plus une fois de temps en temps. Ici, quand elle joue plus régulièrement, effectivement, elle démontre toutes ses qualités. Et elle a trouvé une partenaire, Johanna Larsson, avec laquelle elle s'entend visiblement très bien. Donc voilà, ça peut être une équipe qui va passer des tours si le tirage n'est pas trop mauvais. 2-3 tours, c'est pas impossible de la trouver, de la voir aller jusque peut-être même les quarts de finale, qui sait. Joachim Gérard, un tableau wheelchair. Là, on n'a pas encore évidemment le tableau, mais on sait, on le dit chaque fois, c'est des tableaux tellement réduits qu'il peut perdre au premier tour comme il peut gagner le tournoi. C'est le top du top qui est là, et ça se joue sur la forme du jour. On espère pour Joachim qu'il arrive à décrocher cette première victoire en Grand Chelem, lui qui a gagné de nouveau le Masters l'an passé, donc est dans une spirale positive. Ça va aussi dépendre de son tirage au sort, puisqu'on sait qu'il y a des joueurs qui l'embêtent un peu plus que d'autres. Gordon Ring, notamment, contre lequel il a perdu cette semaine à Bendigo. Il avait perdu contre lui à l'US Open aussi, je pense, si mes souvenirs sont bons, donc c'est un joueur qui l'embête un petit peu.
Ah bon, la victoire au Masters lui a permis d'être troisième tête de série de ce tournoi. Il va déjà donc éviter de tomber sur les Cuneda, les Fernandez ou des joueurs comme ça. Et bon, ce victoire au Masters lui a redonné beaucoup d'ambition. Il espère retrouver la première place mondiale et gagner son premier Grand Chelem en 2019. Pourquoi pas directement ici à l'Open d'Australie. Il avait atteint la finale il y a 2 ans, donc la surface lui plaît. Bon, il s'est certainement donné les moyens de ses ambitions sur la préparation. Et moi, j'ai bon espoir. Je crois qu'il va finir. C'est inévitable. Il va finir par remporter un Grand Chelem, peut-être pas celui-ci. On verra, on vous en parlera. On l'espère dans 2 semaines. Il reste un joueur quand même. Oui. 2 joueurs, Deux joueurs chez les juniors. Oui, c'est un tableau en tout cas. Oui. 2 joueurs chez les juniors garçons, c'est assez rare quand même à Melbourne. Gauthier Onclin, Louis Herman. Gauthier en premier, il est mieux classé que Louis, il a de bonnes chances quand même dans ce tableau. Bon, il a perdu au premier tour le tournoi de préparation, mais c'est quasiment dans le top 10 mondial maintenant chez les juniors. A priori, lui qui a le plus de chances, en tout cas par rapport à Louis, qui lui ne sera pas tête de série et donc pourrait tomber du très gros morceau dès le début, mais pour lui ça lui fera une magnifique expérience aussi. Et avec un tableau favorable, il peut aussi espérer passer 2 ou 3 tours. Oui, il avait fait un bon tournoi à Wimbledon, donc le top niveau lui convient, ça lui plaît de jouer vraiment ces tournois-là, il n'a pas peur en tout cas. Et donc, ces 2 joueurs dont on va encore certainement reparler cette année parce qu'ils ont tous les deux de grandes capacités et l'impossibilité de faire vraiment une très belle année chez les juniors. Tout à fait. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette Open d'Australie. On se reverra dans 2 semaines pour fêter la victoire. Pour fêter une victoire, on espère. On ne sait pas encore laquelle, même si c'est chez les juniors en double, ça reste toujours un titre du Grand Chelem. D'ici là, amusez-vous bien. Au revoir. Salut.